Alors, rebonjour tout le monde. Comme je vous ai déjà dit, nous allons continuer la quatrième partie de notre cours de gestion de la maintenance industrielle qui porte sur la sûreté de fonctionnement et ses composants, viabilité, maintenabilité et disponibilité. Le plan de la séance sera comme suit. Je vais commencer par un petit rappel sur des notions que nous avons déjà vues la semaine dernière, qui sont principalement la notion de coût sur la durée de vie, quelques définitions telles que système et composants, introduire des outils mathématiques et statistiques de calcul de la fiabilité, maintenabilité et disponibilité, et quelques notions sur la sûreté de fonctionnement. La deuxième partie de cette séance-là sera dédiée pour les principaux indicateurs de performance des KPI de la fonction maintenance de chaque logistique, à savoir les calculs relatifs à la fiabilité, maintenabilité et disponibilité. On va commencer par la première partie sur les notions en relation avec la fiabilité, maintenabilité, disponibilité, et je vais vous rappeler ce que nous avons proposé comme définition pour système. Et nous avons dit qu'un système, c'est un ensemble d'éléments régis par des relations et des interactions dont l'objectif d'avoir un résultat bien déterminé. Ce système est composé par des composants qui sont des éléments distincts qui forment leur ensemble forme les outils pour réaliser ce résultat attendu. Entre ces composants, il y a une relation de dépendance, de subordination et d'interaction. La définition de la relation entre ces composants, la description du système, du comportement du système, de sa fiabilité et autres, va être calculée. C'est-à-dire, ce comportement va être traduit mathématiquement en utilisant des chiffres, des opérations, des formules et des lois statistiques et des algorithmes. On va voir quelques méthodes de calcul de la fiabilité et du comportement des systèmes composés par différents éléments. Et là, je vous rappelle aussi que nous avons évoqué une différence entre machine et équipement. La différence principale, c'est que une machine est un équipement, c'est-à-dire, dans le cas général, on dit équipement pour parler de machine, tronçon de machine pour assurer une fonction bien particulière, ou bien un ensemble de machines ou une ligne de production. Pour nous, on va considérer, pour l'étude FMDS, on va considérer le terme système, c'est-à-dire un ensemble de composants régis par des relations et des interactions qui va être modélisés par des outils chiffrés et numériques de calcul, c'est-à-dire des opérations, des formules, des lois statistiques. Bon, pour ce cours-là, on ne va pas utiliser des algorithmes, mais dans le cas général, ces formules, ces opérations et l'utilisation des lois statistiques sont traduites généralement en algorithmes et logiciels. Nous avons parlé la dernière séance aussi de la notion de coût d'un équipement sur sa durée de vie. Et là, il y a deux volets. Il y a ce que vous voyez ici devant vous, cette courbe-là, la fameuse courbe utilisée pour différentes notions, en particulier pour la notion de coût en fonction de la fiabilité de point de vue conception. C'est-à-dire, le concepteur, lorsqu'il va décrire, lorsqu'il va dimensionner son produit, la machine ou l'équipement qu'il va produire, il va prendre en considération cette courbe-là. Et là, nous avons deux courbes extrêmes. Nous avons une courbe, la première, celle-là, on va considérer les coûts qui augmentent avec l'augmentation de la fiabilité. C'est-à-dire, si le concepteur cherche à augmenter au maximum sa fiabilité, il va dépenser davantage. Si, inversement, il va se concentrer sur la diminution du coût, les conséquences sur la fiabilité vont être considérables aussi, mais négativement. Et là, le concepteur doit trouver un compromis pour calculer un point optimal comme coût total qui trouve le compromis entre l'augmentation de la fiabilité et la minimisation du coût. Et là,
Chaque fois où vous voyez cette courbe-là, il ne s'agit pas de trouver un point minimal, mais plutôt un intervalle. On va discuter ça pour les coûts, en particulier pour les coûts de maintenance, mais pour ce cas, lorsque le concepteur va définir un point minimal, il va définir réellement un intervalle de coût minimal, coût optimal minimal et coût optimal maximal. C'est-à-dire s'il trouve ici 5222 dinars, ça ne veut pas dire que ça va coûter exactement cette somme-là, mais ça va être par exemple entre 5000 et 6000 dinars. Là, de point de vue concepteur. Maintenant, de point de vue utilisateur, moi, en tant qu'entreprise qui va acheter des équipements auprès d'un fournisseur, comment je vais choisir cet équipement-là? Vous pouvez dire que nous avons tendance à minimiser le coût d'acquisition, le prix d'achat. Oui, c'est un argument important, mais ce n'est pas le seul argument à considérer lorsqu'on veut acheter un équipement. Il faut considérer, comme nous avons discuté pour le concepteur, le coût de cet équipement sur sa durée de vie et nous avons évoqué dans ce sens l'exemple de réfrigérateur. Nous avons dit que si vous achetez un réfrigérateur économique avec un symbole de A++, par exemple, pour la consommation de l'électricité, ça va être, disons, un tiers. Il va avoir un coût supplémentaire presque de 30% par rapport à un réfrigérateur ordinaire. Mais si vous calculez ce que vous allez gagner par rapport à la consommation d'électricité, vous allez juger le plus probablement que ça vaut le coup d'acheter un réfrigérateur plus cher. Et là, c'est un exemple très simple de la notion de coût sur la durée de vie, c'est-à-dire que lorsqu'on va acquérir un équipement dans une entreprise industrielle ou autre, d'ailleurs, même dans des entreprises de services, on doit considérer le coût d'acquisition et le coût d'exploitation, d'utilisation de ce bien sur toute sa durée de vie dans l'entreprise. Ça peut être, comme évoqué, le coût de l'électricité, le coût de la maintenance, la main-d'œuvre, la formation du personnel, les pièces de rechange ou autres. Donc, on doit toujours avoir référence à toute la durée de vie de l'équipement, depuis son acquisition et même depuis la définition du cahier de charge jusqu'à son déclassement. C'est-à-dire jusqu'au moment où ce bien ne fait plus partie du parc matériel de mon entreprise. Et l'exemple aussi qui est très classique là, c'est le choix entre acheter des équipements de la Suisse ou de l'Allemagne et acheter le même équipement, disons un équipement qui assure la même fonction requise de la Chine. Donc on peut avoir une même fonction, on peut avoir le même produit, mais avec des coûts sur la durée de vie très variés, très différents. D'accord? OK. Pour maintenant, les outils, quelques notions. Et là, on va pas trop s'attarder sur ça et vous n'allez pas avoir tous les détails, toutes les informations en relation avec cette partie. Je vais vous introduire rapidement comment les outils mathématiques et principalement statistiques pour l'étude de fiabilité peuvent être utilisés pour l'optimisation des performances du service maintenance. Dans le cas général, lorsqu'on applique des outils principalement statistiques, de l'analyse statistique, on cherche à représenter ou à estimer un comportement d'une catégorie bien déterminée d'équipements. Comment on peut utiliser les lois statistiques pour décrire le comportement d'une catégorie bien déterminée d'équipements? Une des méthodologies utilisées, c'est de considérer un échantillon, de prélever un échantillon, un ensemble d'individus, on prélève un ensemble d'individus et on essaye de trouver le comportement de toute la population, de trouver le comportement de toute la catégorie de ce type d'équipement. Donc, on commence pour estimer le comportement d'une population d'équipements bien déterminés, d'un type, c'est-à-dire aux catégories d'équipements bien déterminés, on commence par prélever un échantillon et essayer de décrire le comportement de cet échantillon par des histogrammes, par une moyenne ou par tout autre type de diagramme. Donc, on prélève un échantillon
la taille de l'échantillon est déterminée par des méthodes bien déterminées, des méthodes prédéfinies par les mathématiciens et les spécialistes. On prélève un échantillon de taille quelconque, prédéfinie. On essaye de décrire le comportement de cet échantillon, bien sûr par rapport à un critère bien déterminé, par des histogrammes, des moyennes ou autres. Et là, deux chemins peuvent être suivis. On peut considérer cette description comme une estimation empirique ou expérimentale et supposer que toute cette population suit ce même comportement déterminé expérimentalement, ou bien ce que nous avons déterminé par une description empirique va être ajusté, testé statistiquement et vérifié si vous voulez, et puis on va déterminer ou utiliser des lois de probabilité. Toutes les notions de la probabilité que vous avez vues peut-être peuvent être appliquées ici. On va utiliser la fonction distribution, l'espérance mathématique, le sigma et toute autre notion de statistique et de probabilité. Et une fois nous avons ajusté ce modèle décrit expérimentalement, défini la fonction de probabilité par la loi normale, par la loi de Weibull, par la loi exponentielle, on va considérer cette équation de probabilité, cette loi de probabilité, avec les paramètres bien décrits, calculés à partir de ces données descriptives-là, et ajustées par des méthodes graphiques ou des méthodes numériques paramétriques. On va supposer que ces lois-là, voilà, on va vérifier que ce comportement est décrit par l'une de ces lois de probabilité. Donc, ou bien empiriquement, expérimentalement à partir des données, on va estimer, on va déduire un modèle, ou bien à partir du modèle déduit empiriquement, on va utiliser des lois de probabilité pour vérifier, pour prouver qu'un comportement est régi par une loi bien déterminée. Voilà les deux chemins qu'on peut adopter et nous allons voir les deux cas très simplifiés. On va supposer que nous avons déjà la population, nous avons l'échantillon et on va considérer une représentation par la moyenne, MTBF que vous connaissez tous par exemple, et on va considérer la loi exponentielle pour calculer la fiabilité, la fiabilité, voilà, je ne suis pas trompée, et la maintenabilité. Donc, voilà comment on peut utiliser les outils mathématiques et statistiques pour la détermination d'un comportement d'une catégorie bien déterminée d'équipements. Une étape très importante de cette méthodologie de détermination du comportement, c'est l'étape d'ajustement. C'est-à-dire comment on peut vérifier que la loi que nous avons déjà choisie est bien la loi qui décrit correctement le comportement de mon échantillon et par la suite de toute la population. Là, nous avons deux choses à faire. On va considérer tout d'abord comme exemple, on va considérer un exemple que vous connaissez tous, bien sûr, c'est R de T qui est là. R, c'est la fonction quoi? Fiability. C'est la fonction, merci Tahar, c'est la Wahib, voilà. C'est le nom Tahar Wahib. Wahib, je suppose. Oui, madame. Oui, d'accord, Wahib. Donc, c'est la fonction fiabilité R de T et on va estimer le comportement de cette fonction R de T par des paramètres. Le paramètre, quel paramètre? MTBF ou la MTTR pour la fiabilité? MTBF. C'est l'MTBF, bien sûr. Donc, on va considérer que nous avons un paramètre MTBF qui va être utilisé pour décrire le comportement de la fonction fiabilité R de T en utilisant des outils statistiques. Comment on va faire ça? On va dire, par exemple, qu'on va supposer, on va tester les trois lois. On va supposer que la fiabilité en fonction de MTBF suit une loi exponentielle, puis une loi normale, puis une loi de Weibull. Et puis, on va vérifier quelle est la loi qui décrit correctement ce comportement-là. Bien sûr, les lois de probabilité sont déjà définies par leurs paramètres. La loi exponentielle a un seul paramètre qu'on peut noter I, c'est exponentielle IT, par exemple, ou moins IT. La loi normale, elle a deux paramètres, la moyenne qu'on peut noter M et l'écart type.
sigma. La loi de Weibull a trois paramètres. Alpha comme paramètre d'échelle, bêta comme paramètre de forme et gamma comme paramètre et non inerte. Les lois, chaque loi a ses propres paramètres et a sa propre équation. C'est la courbe. Supposons que la loi exponentielle, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, madame. Ok, j'ai perdu un peu la connexion. D'accord. Donc, on va commencer par supposer une loi exponentielle, une loi normale et une loi de Weibull. On va considérer, par exemple, la loi de Weibull. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre toutes les données R en fonction de T ou MTBF et on va tracer la loi de Weibull dans un papier fonctionnel. C'est-à-dire quoi, papier fonctionnel? Papier millimétré, gradué, sous la forme recommandée par cette loi-là. La loi exponentielle, par exemple, on peut la tracer sur un papier millimétré ordinaire. La loi normale aussi. La loi de Weibull, j'ai la possibilité de la tracer, cette courbe-là, sur un papier log-log, c'est-à-dire gradué en log sur l'axe des abscisses et à l'échelle logarithmique aussi sur l'axe des ordonnées. On trace la courbe R de T en fonction de MTBF sous une forme bien déterminée, un papier fonctionnel préparé, c'est-à-dire comme un abac pour la loi de Weibull. Et si R en fonction de T est régi par une loi de Weibull, on va trouver une droite. Si on ne trouve pas de droite, c'est-à-dire que la loi n'est pas la loi de Weibull et on doit chercher une autre loi ou une autre forme de représenter le comportement de la fonction R. On suppose que nous avons trouvé une droite en utilisant la loi de Weibull et le papier fonctionnel de la loi de Weibull. Donc, on peut dire que le comportement est selon la loi de Weibull et on peut déterminer les paramètres alpha, bêta, gamma par des équations bien déterminées qu'on ne va pas évoquer pour cette séance-là. Nous avons tracé la droite, nous avons déterminé les paramètres et il y a une troisième étape, c'est appelé ajustement, une troisième étape de amélioration des valeurs des paramètres alpha, bêta, gamma dans l'exemple que nous avons traité. Et là, nous pouvons utiliser des représentations graphiques ou des tests numériques adaptés à chaque loi. Et là, vous avez des exemples pour chaque loi, normale, exponentielle et Weibull. Chaque loi a un test numérique avec des équations bien déterminées. Si vous êtes intéressé à ça, vous pouvez les trouver facilement sur des documents dédiés spécifiques pour ces lois-là. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que l'utilisation des lois de probabilité sont utilisées pour définir des comportements de fonctions tels que la fiabilité et la maintenabilité en utilisant des paramètres caractéristiques du matériel. Pour les exemples que nous avons retenus, MTBF pour la fiabilité, MTTR pour la maintenabilité M. Les lois les plus utilisées pour la maintenance et la production d'ailleurs pour toute fonction liée à la chaîne logistique sont principalement exponentielles, normales et Weibull avec des paramètres bien définis, connus à l'avance, et il y a des ajustements qui peuvent être graphiques ou numériques dédiés pour chaque loi qui peuvent être utilisés pour d'une part vérifier puis ajuster les paramètres calculés. Pour nous, je vais revenir tout à l'heure à la loi de Weibull. Je vais vous présenter rapidement l'équation. On va considérer donc rapidement la loi de Weibull, mais on va utiliser surtout un cas particulier de la loi de Weibull qui est la loi exponentielle. Et nous allons discuter par la suite pourquoi exactement la loi exponentielle qui va être utilisée. Parce que chaque loi doit être utilisée dans des conditions bien particulières. Donc, on a terminé avec les outils mathématiques. Pour maintenant, la sûreté de fonctionnement. Qu'est-ce qu'on a appelé sûreté de fonctionnement? Qui peut me rappeler la définition de la sûreté de fonctionnement que nous avons proposée la semaine dernière? C'est quoi la sûreté de fonctionnement? Déjà, la moitié de la définition, c'est dans le nom. Qu'est-ce que ça veut dire un équipement qui fonctionne sûr, qui est sûr de son fonctionnement? Ahmed, oui. معناها fiabilité
le pourcentage de fonctionnement est 100%. Bon, 100% par rapport à des données bien déterminées, oui. Oui. Donc, si on veut définir Disponible, madame. déjà, donc, une partie, c'est la fiabilité, deuxième partie, c'est la disponibilité, et il nous reste quoi? Maintenabilité. La maintenabilité et la sécurité. Donc, on m'a dit de la fin. Donc, la sûreté de fonctionnement, c'est le fait d'avoir un équipement ou une machine ou un système qui assure sa fonction requise, c'est-à-dire la fonction qu'on demande de cet équipement d'assurer et dans une qualité demandée, c'est-à-dire assure sa fonction requise dans des conditions bien déterminées. Et ce que vous avez évoqué, ce sont les quatre concepts principaux de la sûreté de fonctionnement qui sont la fiabilité, la maintenabilité, la disponibilité et la sécurité, généralement notées par FMTS. On va revenir à la définition de chaque concept tout à l'heure et aux détails de calcul, fiabilité, maintenabilité et disponibilité. Comment on peut définir la sécurité de fonctionnement d'un équipement? Qu'est-ce que ça veut dire un équipement fonctionne en sécurité? Comment on peut définir ce concept-là, cette partie de la sûreté de fonctionnement? C'est le fait que l'équipement ou la ligne ou la machine fonctionne sans risque, ni pour elle-même, c'est-à-dire sans risque de taux de détérioration ou de taux de défaillance, je ne sais pas si l'expression existe, et sans risque d'accident pour l'intervenant, pour l'utilisateur de ces équipements-là, ni de risque pour l'atmosphère. D'accord? C'est le fait qu'un fonctionnement ne présente pas de risque, quel que soit ce risque-là, que ce soit un risque lié au matériel, un risque lié à la qualité de la production, l'interruption ou la qualité de production, ni un risque de dégagement de gaz nocifs, par exemple. On va revenir, comme je vous ai dit, pour les trois autres composants tout à l'heure. Une notion liée, déjà avant de parler des deux notions liées à la sûreté de fonctionnement, je vais évoquer une chose qui est très importante, j'ai oublié si nous avons déjà discuté ça ou pas. La sûreté de fonctionnement comporte deux volets. Un volet management que nous sommes en train de représenter maintenant. Il y a le calcul, mais c'est le volet de gestion de la sûreté de fonctionnement, de la fiabilité. Et il y a un volet technique, des outils techniques utilisés pour assurer le fonctionnement, le bon fonctionnement ou la sûreté de fonctionnement. Et il y a, je peux citer par exemple l'infrarouge, l'analyse vibratoire ou autre. Donc il y a des techniques qui sont utilisées spécialement pour assurer la sûreté de fonctionnement. Et là, c'est le côté technique de la sûreté de fonctionnement qui est très, très important, mais qui ne fait pas partie de nos objectifs de ce cours-là. Donc, lorsqu'on parle de sûreté de fonctionnement, on parle, oui, d'assurer la fonction requise, d'assurer la fiabilité, maintenabilité, disponibilité et sécurité, mais aussi, on doit obligatoirement mentionner au moins qu'il y a des techniques d'assurer la sûreté de fonctionnement telles que l'infrarouge et l'analyse vibratoire, l'analyse d'huile, on peut citer une vingtaine de techniques pour assurer cette sûreté de fonctionnement. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le volet management, comment on veut assurer cette sûreté en jouant ou en augmentant la probabilité de ces trois premiers paramètres-là. La notion que je voulais évoquer tout à l'heure sur la sûreté de fonctionnement, c'est le fait d'avoir ce qu'on appelle une notion de redondance. Qu'est-ce que ça veut dire redondance? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une indépendance entre les éléments d'une chaîne de production, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des interactions, que nous avons des interactions entre les différents composants de la chaîne de production. Je m'explique. Lorsque vous avez, par exemple, lorsque vous avez deux lignes pour assurer une même fonction. Si vous vous rappelez de l'exemple de l'arbre de défaillance, lorsque nous avons, je vous ai proposé deux lignes d'approvisionnement en eau de l'utilisateur, ligne 1 et ligne 2, cette redondance-là, c'est un système composé, c'est-à-dire que assurer la fonction
de livrer l'utilisateur ou approvisionner l'utilisateur en eau peut passer par deux chemins. Et là, nous avons une redondance dite redondance passive. C'est-à-dire quoi? Mais passive, je vais revenir à active. Une redondance passive, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la deuxième ligne n'est fonctionnelle que si la première est dysfonctionnelle ou bien si la première n'arrive pas à accomplir la fonction demandée. Là, nous avons une redondance passive. Les dispositifs d'appoint sont des systèmes à redondance passive, par exemple. C'est-à-dire, on a un système d'appoint qui n'est fonctionnel qu'en cas de pic. Pour la production de l'électricité, nous avons des installations d'appoint. Tunis, par exemple, nous avons Birim Sherga. Birim Sherga, c'est une station, une installation de production d'électricité qui ne fonctionne presque qu'en été. Lorsque la consommation augmente, lorsque les installations de production, les autres installations de production n'arrivent pas à fournir la quantité nécessaire pour approvisionner toute la Tunisie. Là, on parle d'une redondance passive. Pour la redondance active, c'est lorsque nous avons des composants qui peuvent fonctionner ensemble, simultanément. Nous avons par exemple une chaîne de production formée par 3 machines et chaque machine, elle assure une étape bien déterminée. Il y a une succession d'étapes et là, nous avons une redondance active. C'est-à-dire, le bon fonctionnement du système n'est assuré que si les 3 machines sont fonctionnelles dans des dates différentes peut-être, mais si les 3 fonctions sont assurées. Donc là, pour la sûreté de fonctionnement, on a la notion de redondance, c'est-à-dire l'existence de plusieurs modes pour accomplir une mission donnée, et on distingue 2 types de redondance. Une redondance active, c'est-à-dire on doit mettre en œuvre un fonctionnement simultané de certains composants, et une redondance passive appelée aussi en attente ou en stand-by. Et l'exemple que nous avons cité, ce sont des installations d'appoint, c'est-à-dire la deuxième installation n'est fonctionnelle que si la première installation n'arrive pas à accomplir la fonction qu'on lui demande. Nous, on travaille surtout sur la redondance active et là, ce que vous savez tous, c'est la disposition ou la configuration des systèmes en série et en parallèle. Cette configuration en série ou en parallèle, c'est une redondance active. Donc, vous allez retenir qu'il y a 2 types de redondance. Déjà, la notion de sûreté de fonctionnement est liée à la notion de redondance et nous distinguons 2 types de redondance active et passive. Ce que vous connaissez, c'est la redondance active avec la disposition en série ou en parallèle ou les deux. Donc, on peut avoir une chaîne de production, bien évidemment, ayant un tronçon avec une configuration en série et un tronçon avec une configuration en parallèle et on parle toujours d'une redondance active. Vous savez tous la différence entre ces 2 configurations, mais je vais vous présenter les détails de calcul de la fiabilité, maintenabilité et disponibilité pour chaque type de disposition ou de configuration du système. Donc voilà sur les notions de base, sur les quelques définitions que nous allons utiliser pour le calcul de la fiabilité et de la maintenabilité et disponibilité. Et là, nous allons commencer, si vous n'avez pas de questions, la partie sur les indicateurs principaux, les principaux indicateurs de performance au KPI de la fonction maintenance. Nous avons commencé la dernière semaine avec la fiabilité. Je vous rappelle ce que nous avons vu et nous allons continuer avec la maintenabilité et la disponibilité. Une remarque à évoquer ici, c'est que tout ce que je vais vous dire ou je vais vous donner sur la notion de fiabilité est aussi applicable pour la maintenabilité et disponibilité avec adaptation. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez voir que vous avez déjà vu que nous avons 3 types de fiabilité intrinsèque, opérationnel et prévisionnel. C'est la même chose pour la maintenabilité et la disponibilité, même si ça ne sera pas dit explicitement.
Donc, toutes les notions qui seront vues pour la fiabilité seront aussi applicables pour les deux autres notions, maintenabilité et disponibilité. Bien sûr, les détails de calcul sont différents. On peut utiliser les mêmes lois, mais avec des paramètres différents. Et vous allez comprendre davantage ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. D'accord. D'accord. Merci. C'est bien de dire au moins oui et d'accord pour savoir si vous me suivez. J'arrive pas à vous voir. Merci pour. Je connais les cas, d'accord. Merci beaucoup. Oui. On dit que ça. Mais je vais commencer avant de donner les différents indicateurs, les différents KPI. Mais j'insiste sur KPI pour que vous ayez l'habitude d'utiliser ce concept-là parce que c'est un concept fondamental de supply chain et donc pour toute fonction liée à la gestion logistique. Et là, vous pouvez remarquer que j'insiste sur cet indicateur-là et ces KPI. Chaque fonction de la maintenance a ses propres indicateurs. D'accord? Donc, pour la maintenance, ce sont ces trois indicateurs qui sont les plus utilisés. Et pour introduire ces indicateurs, je vais vous présenter dans un axe de temps comment on peut décrire ces indicateurs-là et comment on peut les appeler aussi. Pour un équipement, pour tout équipement, nous avons la date de début d'exploitation et la date de fin de l'exploitation. Je vous rappelle que... Comment, Ahmed? معناها تبدأ بالبون فونكسيونمون. Bien sûr, on suppose toujours qu'à t égale à 0, on a le bon fonctionnement. On ne va pas acheter ou on ne va pas acquérir un équipement qui est défaillant, qui est en panne. On va supposer toujours qu'à t égale à 0, on a le bon fonctionnement. Mais T0, ça dépend. Il y a des entreprises qui considèrent que cette instance, cette date T0, c'est la date de début de l'exploitation, c'est la date de la mise en service, c'est la date de l'acquisition, c'est la date du lancement de l'appel d'offres, ça dépend. Pour nous, on va supposer que c'est la date de mise en service, c'est-à-dire c'est le premier moment où l'équipement a commencé à fonctionner dans mon entreprise. Et la dernière date pour ce même équipement, c'est la date de ce qu'on a appelé le déclassement. Et là, c'est la fin de la durée de vie. C'est la dernière date de ce qu'on a appelé la notion de durée de vie. Et pour le déclassement, je peux le vendre, je peux l'offrir, je peux me débarrasser de cet équipement. Et on doit prendre en considération le coût de ce déclassement, donc le coût sur la durée de vie de l'équipement. C'est-à-dire, si le déplacement de cet équipement va me coûter de l'argent, je dois prendre ça en considération. Si l'équipement est construit à partir de métaux lourds qui vont m'engendrer des coûts supplémentaires pour me débarrasser de cet équipement, je dois prendre ça en considération. Et inversement, si je vais vendre et gagner de l'argent à partir du déclassement, au moment de déclassement de cet équipement, je vais aussi prendre en considération ça. C'est tant mieux si je n'ai pas pris ça en considération, mais c'est important d'avoir des données précises sur le coût de l'équipement, sur sa durée de vie. Donc, par définition, si vous voulez une définition de la date de déclassement, c'est lorsque l'équipement ne fait plus partie de mon parc matériel. Le parc matériel, c'est tout ce qui est sous la responsabilité du service maintenance. Je vous rappelle cette définition-là. Et entre ces deux dates, mise en service et déclassement, dans l'exemple que nous avons choisi, il y a différents moments. Naturellement, qu'est-ce qui va se passer? L'équipement va fonctionner bien, disons fonctionner, assurer sa fonction requise. Il va avoir une première défaillance. Il va remise en service après réparation, après intervention de maintenance. Il va bien fonctionner pour une période, une deuxième période, avoir une deuxième défaillance, etc., jusqu'à la fin de sa durée de vie. La période mise pour avoir une première défaillance, on l'appelle time to fail, TTF. Donc, la TTF, la période TTF, c'est la période mise par l'équipement pour avoir sa première défaillance. C'est un indicateur très important pour l'approvisionnement, pour l'acquisition d'un bien. Le temps de bon fonctionnement après remise en service,
on l'appelle généralement uptime. C'est un temps de bon fonctionnement après mise en service. Donc, là, le TTF, c'est uptime 1, si vous voulez. Le temps pendant lequel, ou la période pendant laquelle l'équipement ne fonctionne pas avec 100% de ses capacités, on l'appelle généralement downtime. Ça peut être un arrêt, c'est-à-dire que l'équipement ne fonctionne pas, ou un fonctionnement interrompu. Donc, c'est cette période-là là où on n'a pas le bon fonctionnement, on n'a pas la fonction requise accomplie, on l'appelle downtime. La période de réparation, là, elle est généralement divisée en 2, voire 3 parties. Il y a une période d'attente ou de préparation à l'intervention. Il y a l'intervention, c'est-à-dire le temps de réparation proprement dit, et parfois on ajoute une troisième période de vérification ou des tests si on a une production pointue ou autre. Donc, vous aviez une période de préparation. Cette période peut être considérée downtime, elle peut être considérée comme étant une seule période, ou bien le plus utilisé, 2 périodes, attente ou préparation, et l'intervention en elle-même. Et le temps d'intervention, c'est appelé time, généralement appelé time to repair. Parfois, on assimile toute cette période-là, depuis l'occurrence de la défaillance jusqu'à la remise en service, on l'appelle time to repair. Et là, on peut faire ça, on peut se permettre de faire ça si la période d'attente est réduite par rapport à la période d'intervention. Et nous pouvons avoir aussi une troisième période après la réparation pour la remise en service, le rodage en cas de besoin. La période, le temps qui sépare deux défaillances successives, c'est ce qu'on appelle time between failure. C'est le temps entre deux défaillances successives. Oui. Oui. Madame m'a dit que time to repair là, c'est que je l'assois à min time to repair le TTR غادي. Oui. كما عندنا TBF time between failure خاطر هنا عندنا une seule valeur. Nous avons une seule valeur. Donc on n'a pas de valeur moyenne. Tu vas voir que la moyenne de plusieurs time to repair, c'est le MTTR. Kif, la moyenne de plusieurs time between failure, c'est MTB. D'accord? C'est ce que j'allais dire juste après. Donc, l'année, ce que nous avons défini, ce sont des temps pour une seule fois. Donc, nous avons le time to repair. Parfois, on prend toute cette période-là. On a le downtime, uptime, downtime, c'est-à-dire on n'a pas de bon fonctionnement. Uptime, c'est le temps de fonctionnement après remise en service, après défaillance. TBF, time between failure, et TTF, time to fail. Et nous avons considéré que chaque KPI, chaque indicateur de performance a eu lieu une seule fois. Si nous avons plusieurs TTR, plusieurs downtime, plusieurs uptime, plusieurs TBF, nous ne pouvons pas, bien sûr, avoir plusieurs TTF. C'est-à-dire tomber en panne pour la première fois se fait une seule fois sur la durée de vie. Donc, on n'aura pas ici un TTF. Hein. Mais pour le reste, on peut avoir des valeurs moyennes en considérant toute la durée de vie de l'équipement depuis la mise en service jusqu'au déclassement. Donc, si nous avons, par exemple, 20 défaillances sur la durée de vie, nous aurons un TTR, c'est la somme des temps de réparation divisé par 20. De même pour le RTBF. Kif, min uptime et min downtime. Donc, nous aurons une des méthodes de calcul, c'est la somme divisée par le nombre, mais on peut également, comme je vous ai dit dans la diapositive sur les lois de probabilité, on peut utiliser des lois de probabilité pour calculer MTTR et MTBF en particulier. Donc là, généralement, on utilise des valeurs moyennes calculées à partir de l'historique ou de l'exploitation. Donc là, vous avez la définition ou l'acronyme de chaque KPI que nous avons défini ici, juste pour illustrer ce que j'étais en train de dire. Et là, je vais évoquer une remarque sur le MTBF
Dans la définition, j'ai dit que l'MTBF, c'est le temps qui sépare deux défaillances successives, mais nous avons une autre définition qui peut être adoptée, qui est le temps moyen de bon fonctionnement. Et là, si on veut assimiler un time between failure à un temps moyen de bon fonctionnement, nous allons avoir un temps de réparation et d'attente réduit par rapport au bon fonctionnement. Si cette condition est respectée, on peut assimiler un time between failure à un temps moyen de bon fonctionnement. C'est presque le cas pour la majorité des entreprises, mais il y a certainement des cas particuliers. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur cet axe de temps? D'accord, Bien. non. Merci. Je vais juste ajouter une dernière remarque, peut-être je me rappelle de ça maintenant. L'année, nous avons considéré des données techniques liées à l'exploitation technique de l'équipement. Il y a un deuxième axe qu'on peut tracer en parallèle avec cet axe de paramètres techniques, c'est l'axe commercial. Donc, il y a certainement une période de garantie, une période hors garantie, une période de commercialisation, une date de fin de commercialisation. Et ces dates liées à la marketing et non pas à la technique des équipements affectent de près ou de loin, affectent avec profondément les données techniques ou pas, mais ça affecte. Par exemple, si nous avons la première défaillance pendant la période de garantie, nous serons dans une situation plus favorable que d'avoir cette même première défaillance après la période de garantie parce que ça sera sous la responsabilité du fournisseur parce que nous sommes toujours dans la période de garantie. Et il y a une date qui est très, très importante aussi, c'est la date de commercialisation et nous avons discuté ça, c'est par rapport à la disponibilité des pièces de rechange. Généralement, lorsqu'un équipement n'est plus commercialisé, n'est plus vendu sur le marché, nous aurons plus de difficultés pour acquérir ou pour trouver les pièces de rechange. Donc, en parallèle de cet axe-là qui est purement technique et scientifique, si on veut, il y a un autre axe de marketing qui affecte avec des degrés différents ces paramètres techniques. C'est à connaître, ça fait pas partie des acquis du module, mais c'est important de savoir ça. Et pour l'analyse de coût, par exemple, on va avoir un calcul de paramètres financiers parce que le technique, le financier et l'économique s'interfèrent. On ne peut pas étudier indépendamment un volet technique d'un volet financier ou économique. Donc, il faut mettre dans la tête que cet axe-là est un axe parallèle à une autre graduation, si vous voulez, de l'axe de temps depuis la mise en service jusqu'au déclassement, qui est lié principalement à la période de garantie et à la commercialisation. On passe maintenant aux indicateurs. Oui, Ahmed. Oui. Madame, je voulais savoir, madame, le nombre des périodes de bon fonctionnement. On est à combien de TBF? Combien de TBF, tu veux dire? Ah. Le nombre de périodes de bon fonctionnement, ça veut dire la machine. Le nombre de périodes, je m'en dis en fait, une période de bon fonctionnement. C'est une période après une remise en service après défaillance. Donc, le nombre de TBF, le nombre de périodes de bon fonctionnement, c'est le nombre de défaillances en fait. À chaque fois où on a une défaillance, on va remettre en service l'équipement et on va avoir une deuxième période de bon fonctionnement. D'accord. défaillance معناها باش مرة moins un خاطر هنا ما عنديش défaillance. Oui. C'est le nombre de uptime. C'est le nombre de uptime. C'est le nombre de temps de bon fonctionnement après remise en service. D'accord? D'accord. Mais maintenant, on va détailler, si vous voulez, les indicateurs, les trois indicateurs principaux d'évaluation du service maintenance. Et on va commencer par l'indicateur le plus connu, le plus utilisé, qui est la fiabilité. Et nous avons défini cette fiabilité comme étant l'aptitude du bien à accomplir sa fonction requise dans des conditions données et pendant un intervalle de temps. Donc, si je vous demande de définir la fiabilité, il faut absolument mentionner fonction requise, conditions données et période de temps.
Comment vous allez combiner ces trois notions, c'est à vous de voir. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que la notion de fiabilité est liée à la fonction requise, elle est liée aux conditions d'utilisation et liée à un intervalle de temps. Et je réponds à la question de tout à l'heure, j'ai oublié qui a posé la question. On suppose toujours que le bien est capable d'accomplir sa fonction requise au début de l'intervalle de temps. Donc, à T0, on suppose que nous avons 100% des performances. Le concept de fiabilité se traduit par quoi? Par l'aptitude d'une entité. L'entité peut être un équipement, une machine, une ligne de production, un système, un atelier ou autre. Donc, l'aptitude de cette entité-là à avoir une faible fréquence de défaillance. Et là, on souligne la relation très étroite de la fiabilité et la probabilité de défaillance. Vous allez voir que au fur et à mesure que la fiabilité augmente, bien sûr, la probabilité de défaillance diminue et inversement. Donc, pour augmenter la fiabilité, on va diminuer la probabilité de défaillance. Et là, Ahmed, c'est la relation entre nombre de défaillances et temps de bon fonctionnement. La fiabilité, elle est traduite par la probabilité d'accomplir une fonction requise pendant un intervalle entre 0 et t. Et on la note R de t. R, pourquoi? Pourquoi on note la fiabilité R? Reliability. C'est la reliabilité ou reliability. Merci, Wachid. Donc, l'année, parfois, vous trouvez R, T, T plus delta T. C'est-à-dire que c'est la probabilité pour que le lien accomplisse sa fonction requise entre les deux moments T et T plus delta T, bien évidemment. Mais si on n'a rien, c'est entre l'instant T0 ou T égale à 0 et l'instant T. Et c'est ce que nous allons calculer par une moyenne ou par l'une des lois de probabilité. Comment on va déterminer la fiabilité d'un système? En déterminant le nombre de composants, en déterminant les composants, c'est-à-dire leur nature, leur nombre, la fiabilité de chaque composant et la relation entre ces composants-là. On doit aussi définir la structure de la redondance active, c'est-à-dire je dois décrire si j'ai des composants en série, en parallèle ou autre. Si on a dans une même ligne de production des composants en série et des composants en parallèle, on doit diviser cette ligne de production en tronçons et puis considérer la forme globale de la ligne. On va voir un exemple sur ça. Donc, nous devons avoir la liste des composants, la fiabilité individuelle de chaque composant, la relation qui définit, les relations qui définissent, qui régissent ces composants-là et la configuration ou la structure des relations entre ces composants-là. Sinon, on ne pourra pas définir la fiabilité d'un système composé par plusieurs composants comme nous avons défini au début de la séance. Qu'est-ce qu'on cherche lorsqu'on va étudier la fiabilité? Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher à modéliser comment ces composants-là vont contribuer à l'interaction, comment les interactions de ces composants vont contribuer à la définition de la fiabilité générale du système. Donc, on va définir une équation qui va représenter les interactions entre les composants pour calculer la fiabilité générale d'un système. Nous distinguons, comme nous avons déjà dit, trois types de fiabilité. Fiabilité intrinsèque liée à la conception, c'est au concepteur de définir cette fiabilité intrinsèque. Elle est affectée par le choix de dimensions, choix des matériaux, par la méthode de fabrication, par les traitements utilisés pour la fabrication, par la précision de mesure, etc. La fiabilité prévisionnelle calculée à partir de modèles mathématiques avant l'exploitation et la fiabilité la plus utilisée, la plus calculée, elle est liée à l'exploitation normale du système et elle est appelée fiabilité opérationnelle. Cette fiabilité n'est pas théorique, comme les deux autres fiabilités, n'est pas déterminée à partir de tests, comme intrinsèque ou prévisionnel, comme l'intrinsèque principalement. Elle est déterminée à partir d'une exploitation normale et donc elle dépend de conditions réelles d'utilisation. C'est-à-dire pour un même
pour un même équipement, on peut trouver un comportement différent de la fiabilité opérationnelle, qui est le paramètre le plus utilisé pour l'évaluation de la maintenance d'un service donné. Trois phases sont, on doit suivre trois phases ou trois étapes pour la détermination de la fiabilité d'un système. On doit analyser et déterminer les différentes défaillances qui peuvent avoir lieu sur le système. On va estimer les probabilités d'apparition de chaque défaillance, c'est-à-dire l'étude de la fiabilité est liée à la liste exhaustive ou pas qu'on détermine pour un équipement ou une ligne de production bien déterminée. Les méthodes de détermination des défaillances, on l'a déjà vu, on a vu pas mal de méthodes de détermination prévisionnelle de défaillance. Et la phase finale, après l'analyse et l'estimation, on va déterminer par une prévision, par une équation, une estimation à partir d'une équation mathématique, comment le système va se comporter. Allez, prévision, c'est une détermination de valeur future. Et c'est vrai que on a une fiabilité opérationnelle basée sur l'exploitation. Mais l'exploitation va me donner une idée sur ce qui va se passer dans le futur, c'est-à-dire comment ce système, la fiabilité de ce système va être dans 500 heures, 1000 heures, 2000 heures, 20 000 heures, etc. Donc, c'est une prévision de la fiabilité du système. Et ce sont les trois étapes utilisées. Pour nous, on va commencer par l'estimation et la prévision. On va supposer que nous avons déjà la phase d'analyse préparée. Un rappel de la définition et les types. Dans la diapositive 24, je pense, j'ai évoqué trois types de fiabilité et là, c'est deux. Parfois, on fusionne la fiabilité intrinsèque et la fiabilité estimée. Donc, on considère que nous avons une fiabilité théorique et une fiabilité opérationnelle. Les méthodes que je vais vous montrer tout de suite, ce sont des méthodes liées à la fiabilité opérationnelle. Et là, c'est un rappel des mots-clés. J'insiste sur les mots-clés pour la définition de la fiabilité. On revient vers la notion de durée de vie. Donc, nous avons pour chaque équipement une date de début d'exploitation, une date de fin d'exploitation. Et pour l'état de fonctionnement de l'équipement, on peut, vous allez comprendre pourquoi on peut supposer que nous avons principalement deux états pour un système. Nous pouvons avoir un système en bon fonctionnement ou en mauvais fonctionnement ou hors usage complètement. Donc, opérationnel ou hors fonctionnement. La probabilité de défaillance, c'est la probabilité de passer d'un état de bon fonctionnement vers un état de mauvais fonctionnement. Cette transition, ce passage, il peut être décrit par une loi de probabilité. Cette loi de probabilité, comme nous avons déjà vu, peut être complètement connue ou partiellement connue, ou complètement inconnue. Et le comportement de celui qui va étudier ce passage-là est différent selon la situation. Si, par exemple, on connaît que ce passage de l'état opérationnel vers l'état d'indisponibilité est régi par une loi, comme l'exemple que j'ai déjà cité, par une loi de Weibull, on va considérer l'équation de la loi de Weibull et tracer la courbe. Si je ne sais pas quelle est la loi qui régit ce passage-là, il y a d'autres méthodes à utiliser, par exemple les méthodes d'apprentissage par les algorithmes de l'intelligence artificielle. C'est un autre comportement complètement différent. De même, si on veut étudier le passage de l'indisponibilité vers le bon fonctionnement, et là on ne parle pas de la fiabilité, mais plutôt de la maintenabilité. Dans le cas réel, on n'a pas uniquement ces deux situations. Donc, il y avait cette configuration de deux états de bon fonctionnement et hors usage. C'est une situation utilisée pour étudier mathématiquement ou théoriquement la fiabilité. Réellement, on peut avoir trois états. On peut avoir un bon fonctionnement, un fonctionnement dégradé et un dysfonctionnement. Donc, on peut avoir une étape intermédiaire ici d'un fonctionnement dégradé. Ça va compliquer l'étude et c'est pour ça que nous avons choisi de considérer uniquement
uniquement 2 états, mais si on considère 3 états, nous aurons 2 passages au lieu d'un seul passage. Si je veux traduire ce qui a été représenté dans cette figure-là mathématiquement, on va considérer bien sûr la fiabilité et la défaillance comme couple de données de paramètres, et on va considérer que l'événement X, c'est une variable qui représente le fonctionnement du système, et l'événement X de T, c'est l'événement qui va évaluer si le bien est en bon fonctionnement ou pas, et elle aura une valeur égale à 1 si le bien est en bon fonctionnement, une valeur égale à 0 si le bien est dysfonctionnel à un moment donné T. Si on veut représenter graphiquement ces deux fonctions-là, ces deux variables-là, on va avoir cette représentation de l'état en fonction du temps. Donc, on a le bon fonctionnement pour une période entre 0 et T qui représente la fiabilité, et à un moment donné T, nous aurons la défaillance. Et là, je souligne le fait que cette défaillance est un événement aléatoire, imprévisible. L'objectif de la maintenance préventive, par exemple, c'est d'estimer cet instant T. Estimer quand est-ce qu'on peut avoir une défaillance pour augmenter le temps de bon fonctionnement et minimiser les événements où X est égal à 0. X ici, c'est une variable. Là, on va utiliser des lois de probabilité parce que les événements sont justement aléatoires. Tout à l'heure, j'ai noté la fiabilité comme R de T, et Wassim m'a dit que R pour dire reliability, c'est vrai, c'est-à-dire que la machine elle est opérationnelle, et R de T c'est la fonction de fiabilité, et ça traduit la probabilité que la durée de vie d'un équipement, la durée de vie T d'un équipement soit supérieure à T. C'est la probabilité pour que la durée de vie de l'équipement soit strictement supérieure à T. L'événement complémentaire maintenant, on a dit on a 2 situations, donc le 100% il est formé par 2 situations, par un bon fonctionnement R et une défaillance F. F pour dire quoi? Allez, F. Pourquoi F? Défaillance en anglais, c'est comment? Failure. C'est fail, très bien. Donc, il est ou bien en bon fonctionnement fiable R, ou bien il est fail F, hors usage. Donc, F, c'est la fonction de répartition de la durée de vie, et c'est la probabilité pour que cette durée de vie soit inférieure ou égale à T. Et vous remarquez ici que F et R, à un moment T, ce sont 2 valeurs complémentaires à 1. F, c'est la probabilité d'avoir une défaillance d'avoir une durée de vie inférieure ou égale à T, une période T, et fiabilité R, d'un instant à un moment ou à un instant T, c'est la probabilité pour que la durée de vie soit strictement supérieure à T. La somme, c'est le 100% ou A, et c'est une équation qui est utilisée pour le calcul de la fiabilité et de la fonction défaillante, c'est-à-dire la probabilité de défaillance avant un instant T. Donc, c'est la probabilité de bon fonctionnement après l'instant T, voilà, jusqu'à au moins à l'instant T. Et là, c'est la probabilité de défaillance avant l'instant T. Le complément, c'est le 100% du fonctionnement. Et cette équation va être utilisée pour déduire la défaillance à partir de la fiabilité et inversement. Donc, si nous avons calculé la probabilité de défaillance et on nous demande de calculer la reliability, on nous demande, même dans l'exercice réel dans une entreprise, et on veut calculer la fiabilité, on va calculer cette R de T à un moment bien donné en réduisant, en faisant la soustraction de F de T à partir de 1. Donc, R de T égale à 1 moins F de T, c'est très clair là. Si on veut représenter les 2 fonctions, ici, nous avons R de T qui décroît dans le temps si on ne fait rien, et la probabilité de défaillance augmente dans le temps. La somme à chaque moment, chaque instant, elle est égale à 1.
C'est presque, c'est la même chose décrite ici, c'est la même chose décrite ici aussi, mais différemment. Donc, nous avons deux situations, deux variables de fonctionnement et de défaillance, deux fonctions f de t, r de t, avec une équation de complémentarité par rapport à 1. Si on représente mathématiquement ces deux fonctions, on va voir ça, et on peut voir la complémentarité par rapport à un des deux fonctions si on considère que y pour la fonction entrée continue, c'est la fiabilité, et Y pour la fonction entrée interrompue, c'est la fonction défaillance. Toujours en fonction du temps, généralement le temps est gradué en heures. Mathématiquement, la traduction mathématique, là, vous pouvez la voir chez vous. Et là, on commence à calculer le temps moyen de bon fonctionnement ou le temps qui sépare deux défaillances successives. La façon la plus facile de calcul de ce temps moyen de bon MTBF aussi, kiff. C'est MTBF ici et ici, c'est pas MTTF. Hein. Et on peut calculer cette valeur moyenne en sommant tous les temps de bon fonctionnement et divisé par le nombre de défaillances. Je pense que nous avons déjà eu cet exercice-là. Nous avons considéré un compresseur qui fonctionne pendant 8000 heures et a subi 5 pannes. Respectivement, vous avez ici respectivement le nombre d'heures d'arrêt pour panne pour les 5 pannes constatées et qui me rappelle comment nous avons calculé le MTBF. Comment on peut calculer le MTBF à partir de ces données? Nous avons un temps de fonctionnement total de 8000 heures et nous avons 7 temps d'arrêt. 7, 22, 8,5, 3,5, 9. Comment on va calculer le MTBF, tout simplement? ألف على 8000 على nombre d'interventions قديش مرة؟ 8000 sur 5. Vous êtes d'accord? 8000 moins 100 à 7. On va soustraire les temps d'arrêt. On cherche une moyenne de temps de bon fonctionnement. Donc, le compresseur, il a fonctionné pendant 8000 heures et il s'est arrêté pour 5 fois. Pour 7, 22, 8,5, 3,5, 9. La somme des temps d'arrêt, c'est la somme de ces temps de panne-là. Donc, ce sera 8000 moins tous ces temps-là et divisé par le nombre de pannes. Donc, on aura le MTBF est égal à 8000 temps total de fonctionnement et on soustrait la totalité des temps d'arrêt. Faites attention, les données ne sont pas des données de bon fonctionnement, mais sont des temps d'arrêt. Il faut faire attention. Donc, l'année, nous aurons un MTBF égal à 1590 heures. Le temps de bon fonctionnement, il est généralement, comme je vous ai dit, exprimé en heures. Un deuxième KPI utilisé pour l'évaluation de la fiabilité opérationnelle et calculé à partir de l'MTBF, c'est le paramètre de probabilité de défaillance lambda qui est calculé en inversant le MTBF. C'est 1 sur MTBF. Dans l'exemple que nous avons cité, on a un MTBF égal à 1590. Si on veut calculer la probabilité de défaillance, on va avoir lambda égale à 1 sur MTBF égale à 6 29, 10 moins 4 défaillances par heure. Pour ce qui est notion de cycle de vie de l'équipement, nous avons dit que chaque équipement, il a 3 phases. Dans le cas général, on va voir des cas particuliers, mais dans le cas général, chaque équipement, il a 3 phases de vie. On a la période de jeunesse, la période de vieillissement et la période de vie utile ou de maturité. Les défaillances qui ont lieu dans la période de jeunesse s'appellent des défaillances comme pour la période de jeunesse. Comment on appelle les défaillances de la période de jeunesse? Des défaillances précoces. Pour la vie utile ou pour la période de maturité, on appelle des défaillances comment? Des défaillances aléatoires. Et pour la période de vieillissement, ce sont des défaillances d'usure, liées principalement à l'âge des équipements. Cette courbe en baignoire, c'est une notion qui est très utilisée aussi pour la maintenance, pour la gestion de projet, tout comme la courbe de coût total que je vous ai montré au début de cette séance. Et toujours, nous avons une période de jeunesse, une période d'obsolescence au vieillissement, une période de maturité aux vies utiles. Les entreprises ont intérêt à augmenter cette période de vie utile. Les 3
périodes sont liées aux paramètres ou à la probabilité de défaillance lambda, vous remarquez ici que nous avons un taux de défaillance décroissant pour la période de jeunesse, plus ou moins constant pour la période de maturité et croissant pour la période de vieillissement. On va discuter pourquoi c'est décroissant ici et quel type de défaillance on peut avoir pour la période de jeunesse. Ce qui est très important à mentionner, c'est que, je vais revenir à ça, c'est que nous avons une différence sur cette courbe-là, cette courbe en baignoire pour les équipements mécaniques et surtout pour les équipements électroniques. Et ce que nous avons longtemps discuté pendant la séance présentielle de la dernière semaine, c'est que pour le matériel électronique, nous avons un passage instantané de la période de jeunesse vers la période de maturité. Et c'est expliqué par le fait que la maintenance des équipements électroniques, c'est principalement des remplacements. Et donc, au moment où on a un bon fonctionnement, si on parle ici, mais là, pour le jeunesse, il suffit d'avoir un bon fonctionnement, c'est que ce fonctionnement va continuer pour la période de maturité, pour la phase de maturité. Par contre, pour le matériel mécanique, on peut avoir, par exemple, une période d'essai et une période de rodage. Donc là, il faut faire la différence entre la maintenance ou la fiabilité des équipements électroniques et la fiabilité des équipements mécaniques. Ce que nous sommes en train de voir, c'est le cas le plus général et donc la fiabilité des équipements mécaniques. Cette courbe en baignoire, elle définit la fiabilité opérationnelle en considérant quoi? Si on veut étudier est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi je dis fiabilité et je représente la probabilité de défaillance? Est-ce que je me trompe dans ça ou c'est correct ou qu'est-ce que je suis en train de faire? Je dis depuis tout à l'heure, je dis la défaillance, la fiabilité, et je représente une probabilité de défaillance. Donc, est-ce que c'est correct déjà ou là je me trompe? Je me trompe? Non, c'est correct. Non, pourquoi? Tout simplement, on a deux arguments. On a un argument parce que déjà lambda, c'est l'inverse de la MTBF. Donc, si j'étudie l'évolution de lambda, je peux déduire facilement le comportement de MTBF, du bon fonctionnement. Et d'autre part, cette même courbe de baignoire peut être représentée inversement si on représente la fiabilité. Donc, si on représente la fiabilité, nous aurons une fiabilité croissante pour la période de jeunesse, constante, plus ou moins constante pour la période de maturité et décroissante pour la période de vieillissement. Donc, ça dépend de ce que nous allons considérer dans l'axe des ordonnées. Donc, lorsque je dis fiabilité, on présente la probabilité de défaillance et lambda, c'est presque la même chose, mais de points de vue différents. Donc là, nous avons des défaillances, une défaillance, c'est plus que panne précoce, défaillance aléatoire et défaillance d'usure. Nous allons voir quelques exemples dans la diapositive suivante. Et si je reviens vers la phrase de tout à l'heure, si je vais étudier la fiabilité opérationnelle sur toute la durée de vie, ou encore si je vais déterminer l'équipement et dans quelle période de sa durée de vie, je suppose que la fiabilité est régie par une loi de Weibull et je détermine les paramètres. L'équation de la loi de Weibull est la suivante. La fiabilité, elle s'écrit sous cette forme-là avec les trois paramètres gamma, nu et bêta. Et on trace la droite dans un papier log-log pour la loi de Weibull, on détermine les trois paramètres. Une fois nous avons tracé cette fiabilité selon la loi de Weibull, si on trouve bêta inférieur à 1, on dit que le bien est dans la période de jeunesse. Si on trouve bêta supérieur à 1, on dit que le bien est dans la période de vieillissement. Et si on trouve bêta est de l'ordre de 1, presque égal à 1, on peut dire que le bien est dans la période de sa vie utile. Et dans ce cas, si bêta est égal à 1,
cette loi de Weibull peut être assimilée à une loi exponentielle. Le paramètre gamma, si vous vous rappelez de ce que j'ai dit lorsque j'ai présenté les lois statistiques, ça s'appelle un paramètre de forme. Donc, c'est un paramètre d'ajustement de la courbe et on peut généralement le considérer comme égal à 0. Donc, si bêta est égal à 1, qu'est-ce qui va se passer à cette loi? On va avoir R de t égal à exponentielle moins t sur nu. Si on pose 1 sur nu égale à lambda, on va avoir R de t égale à exponentielle moins lambda t et c'est l'expression ou c'est l'équation d'une loi exponentielle. Et c'est pour ça que chaque fois où je vous parle de la loi de Weibull, je vous dis que la loi exponentielle, c'est une loi particulière lorsqu'on est dans la période de vie utile de maturité. Donc, si on veut étudier la fiabilité sur toute la période de vie de l'équipement, on va considérer que la fiabilité R, elle est régie par une loi de Weibull. Le cas particulier de la vie utile de maturité, c'est une loi exponentielle où on a un bêta égal à 1 et généralement un gamma égal à 0. Et donc, on peut déterminer le paramètre lambda qui est la probabilité de différence pour la période de maturité. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est que pour la période de maturité, nous aurons une fiabilité régie par une loi exponentielle en fonction du temps, bien évidemment. Une autre différence entre le matériel électronique et le matériel mécanique, électronique et mécanique, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Pour le matériel électronique, il y a les 3 phases bien décrites. Donc, nous avons une phase de jeunesse, une phase de maturité et une phase de vieillissement qui est très claire. Pour les équipements mécaniques, par contre, on peut considérer que nous avons un lambda croissant depuis le début de la période de maturité des équipements. C'est-à-dire que la fatigue, la corrosion, ça commence très lentement, mais ça commence dès le début de la durée de vie des équipements mécaniques. Et là, on peut supposer théoriquement que nous avons principalement 2 périodes. La période la plus longue, bon, on l'appelait la période vieillissement, mais on peut l'appeler la période de maturité. Donc, ce qui est visible pour le matériel mécanique, c'est principalement la période de jeunesse, de rodage, etc., de test, etc., et la période de maturité ou d'usure. Donc, les 3 phases sont très visibles pour le matériel électronique, sont très claires, sont très bien définies. On peut les voir si on trace la courbe en baignoire. Si on trace la courbe en baignoire pour un équipement mécanique, on ne va pas dans tous les cas trouver la courbe en baignoire bien tracée et le plus probable, c'est qu'on va trouver 2 phases uniquement, la phase de maturité, la phase de jeunesse et la phase de vieillissement avec un taux lambda croissant. La vitesse de croissance, elle n'est pas la même, bien évidemment, pour toute la période, mais elle est quand même croissante. Je reviens vers les défaillances de chaque période. Je reviens vers ici, donc, on est une période de jeunesse avec des défaillances précoces, une période de maturité avec des défaillances aléatoires et des défaillances d'usure ou d'obsolescence avec un lambda croissant. Et je reviens ici vers ce loi de Weibull. Donc, imaginez qu'on vous demande comme une description de situation avec les fiabilités, avec les NTBF, etc. Et on vous pose une seule question. On vous demande de déterminer quelles sont les actions de maintenance qui conviennent à cet équipement-là. Donc, de proposer un plan d'action de maintenance pour un équipement bien donné et vous avez toutes les données nécessaires. Comment vous allez procéder? Vous allez commencer par tracer la courbe selon la loi de Weibull, déterminer à partir de cette courbe le paramètre bêta. La détermination de ce paramètre bêta va vous permettre de vous situer. Est-ce que c'est dans la période de jeunesse, dans la période de maturité ou dans la période de vieillissement? Et à partir de cette situation, vous allez proposer des interventions de maintenance. Je suppose que vous êtes tous d'accord que les interventions pendant la période de jeunesse sont différentes des interventions pendant la période de maturité, sont différentes aussi des interventions pendant la période de vieillissement. Et donc, nous avons
des exemples d'intervention pour chaque méthode ici. Pour la période de jeunesse, comme nous avons déjà décrit lorsqu'on a proposé la mise en famille des défaillances, nous avons dit que les défaillances de jeunesse sont principalement liées à des causes intrinsèques de conception, fabrication ou encore d'installation ou d'assemblage. Et là, la maintenance qu'on peut proposer, ce sont des tests de validation et de vérification. Des pièces tests pour valider la production. Ou encore, je peux proposer aussi une formation du personnel. Donc, on a des équipements qui sont conduits par une technologie assez pointue, et donc je vais proposer une formation pour le personnel. Et c'est un remède pour les défaillances de maturité. Pour le vieillissement, les causes sont principalement liées à l'âge. Donc, c'est de la fatigue, c'est une corrosion, etc. Et les maintenances proposées, les actions de maintenance proposées pour la période de vieillissement ou d'obsolescence sont principalement des actions de maintenance préventive, en particulier conditionnelles. Donc, on contrôle l'état du bien jusqu'à voir un signe où on doit intervenir. Pour la vie utile, on a des défaillances aléatoires, donc on va avoir tout type d'intervention préventive ou corrective. On a intérêt à ne pas avoir de défaillances, mais les défaillances vont certainement avoir lieu, et donc on va agir de façon à éliminer ces défaillances-là, ces défaillances aléatoires, et donc toute intervention préventive ou corrective sera utile pendant la période de maturité. Nous avons eu je pense que nous avons résolu tout l'exercice sur la génératrice. Nous avons considéré, oui, nous avons eu 2 exercices, je me rappelle la dernière fois. Nous avons eu une génératrice avec une période totale de fonctionnement de 16 500 heures. Ça a été déclassé après un fonctionnement de 16 500 heures, et durant toute sa durée de vie, elle a eu, cette génératrice, 218 arrêts. Le responsable de l'étude a résumé ces 218 arrêts selon le nombre d'heures de fonctionnement, et a regroupé les défaillances en 15 familles de 1000, 2000, 3000 jusqu'à 15 000 heures, et a calculé le MTBF pour chaque intervalle de temps de fonctionnement, et a calculé également le taux de défaillance comme étant 1 sur 1 TBF, bien sûr. On nous demande de répondre à la question: quelle est l'évolution de la fiabilité de la génératrice et à quel moment commence la phase d'usure selon les intervalles présentés? Ce que nous avons dit, c'est que si nous voulons vérifier le comportement normal d'un équipement, il suffit de vérifier que le temps de bon fonctionnement ou le taux de fiabilité suit une forme de la courbe en baignoire, et c'est le cas dans ce cas. Donc, nous avons, si vous tracez les histogrammes ici, pour chaque intervalle de temps, 1000, 2000, 3000 jusqu'à 15 000, vous tracez le nombre de défaillances ou le lambda aussi, vous allez trouver que cette forme-là est à la forme d'une courbe en baignoire. Donc, c'est bien, la génératrice a bien un comportement normal avec 3 phases de jeunesse, maturité et vieillissement. Et là, vous remarquez que la période de vieillissement, pour répondre à la question, commence à partir de 12 000 heures de fonctionnement. Donc, si je vais mettre en place une politique de maintenance, je vais commencer cette politique de maintenance pour la période de vieillissement à partir de 12 000 heures de fonctionnement. Je peux contrôler dans le cadre d'une maintenance préventive conditionnée le fonctionnement du système. Je peux mettre en place des systèmes de surveillance, augmenter la fréquence de mesure, etc. L'essentiel, si je cherche la date de début de la phase de vieillissement, je vais commencer à partir de 12 000 heures de fonctionnement. Ça, en ce qui concerne le premier exercice. Et puis, nous avons commencé la présentation des redondances actives du système en relation avec la sûreté de fonctionnement. Et nous avons commencé par la configuration en série. Pour avoir un bon fonctionnement du système, il faut que tous les composants soient en bon fonctionnement. Et donc,
la probabilité pour que le système fonctionne est égale à la probabilité du bon fonctionnement du produit, du bon fonctionnement de tous les équipements. Donc, c'est la probabilité de C1, C2, Cn en multipliant la probabilité de bon fonctionnement de ces équipements. Je vous rappelle la notation que nous avons adoptée. Lorsque j'écris C1, c'est-à-dire C1 en bon fonctionnement. Lorsque j'écris C1 bar, c'est-à-dire C1 est défaillant. Donc là, pour avoir une sortie égale à 1, S égale à 1, je dois avoir C1 fois C2 fois C3 fois. Et si je veux représenter sous forme d'un produit, on va avoir la probabilité de bon fonctionnement du système. Bon fonctionnement parce que j'ai S et non pas S bar, c'est égal au produit des probabilités de bon fonctionnement de chaque système. Voilà, c'est la même équation. R, le bon fonctionnement, c'est la fiabilité et le lambda système, c'est la somme des lambda I. Allez, la somme. Pourquoi la somme? Parce qu'il suffit d'avoir un équipement en dysfonctionnement pour avoir un dysfonctionnement du système. D'accord? Et le MTBFS aussi ici, c'est 1 sur la somme des lambda I. Si on considère que le bien est dans sa période de maturité, on va considérer que la fiabilité s'écrit comme étant exponentielle moins lambda t et la fiabilité du système, c'est le produit de exponentielle moins lambda i t, i étant les différents sous-systèmes de la ligne considérée. Si nous avons le cas particulier de la maturité ou si on nous dit explicitement que la fiabilité se calcule à partir d'une loi exponentielle de paramètres lambda i pour chaque équipement. Et les données, ce que nous devons avoir pour chaque équipement, c'est la fiabilité ou bien en équation bien en valeur et le lambda i. Nous avons eu cet exercice-là, cette première application sur un poste radio avec 4 composants et nous avons calculé la fiabilité du système comme étant le produit des fiabilités de chaque composant parce que j'ai un seul composant dans le système, dans tout le système, nous avons un composant de chaque type et donc la fiabilité du fonctionnement du système est le produit des fiabilités de tous les composants et nous avons trouvé que c'est de l'ordre de 75,45. Deuxième exemple que nous avons considéré un automobile à 4 cylindres et nous avons donné le MTBF des pneus. On va considérer uniquement que l'automobile va être en panne si elle aura la panne de l'un de ces 3 composants, pneus, bougie, alternateur. Et nous avons des données sur un TBF pneu qui est égal à 25 000 km, un TBF bougie 20 000 km et un TBF alternateur égal à 100 000 km. Et on me demande, dans ces conditions-là, en considérant uniquement ces 3 composants, la fiabilité d'un voyage de 1000 heures. Et la différence par rapport à la première application, c'est que pour cette automobile, nous avons 4 pneus et 4 bougies. Donc, on n'a pas un seul pneu et un seul bougie. Si nous avions un seul pneu et un seul bougie, un seul alternateur, on aura la même application que la première que nous avons déjà eue. Et là, nous devons considérer 4 fois la probabilité de défaillance des pneus et 4 fois la probabilité de défaillance des bougies. Bien sûr, ils sont en série parce que le fonctionnement des 3 composants est nécessaire pour le fonctionnement de système. On commence par calculer les lambda I des pneus, bougies et alternateurs. Nous avons un TBF pneu, donc on peut déduire lambda pneu, déduire lambda bougie, déduire lambda I. Pour calculer le taux de panne du système, il suffit de multiplier le lambda P pneu par 4, multiplier lambda bougie par 4 parce que, comme je vous ai dit, vous savez tous que nous avons 4 pneus et 4 bougies pour une voiture, et ajouter le lambda alternateur et nous aurons la probabilité de défaillance de tout le système. Pourquoi plus? C'est
en se référant à l'équation de la probabilité du bon fonctionnement sur le produit. Donc, il suffit d'avoir un seul équipement défaillant pour avoir la défaillance du système et donc on utilise la somme des probabilités de défaillance. La question était calculer la fiabilité du voyage pour 1000 km et donc après avoir calculé la probabilité de défaillance, on va calculer la fiabilité de voyage pour 1000 km. Il suffit de calculer la fiabilité en appliquant la formule de la loi exponentielle en considérant lambda système que nous avons déjà calculé, en remplaçant t par 1000 km, on va avoir une probabilité de bon fonctionnement de 69%. Vous pouvez vérifier les calculs chez vous. La troisième application maintenant, je vais vous expliquer l'application et ça sera un travail en asynchrone. Une machine de production de durée 1500 heures se compose de 4 systèmes ABCD ayant des MTBF respectifs suivants. Vous avez les valeurs des MTBF et on vous demande 4 choses. Vous devez commencer par calculer le taux de 1, calculer MTBF du système MTBFS, calculer la fiabilité globale du système et calculer la probabilité pour que ce système arrive à fonctionner 5000 heures sans panne. Donc, cette application, c'est votre premier exercice en asynchrone. Vous allez trouver, dans une demi-heure ou une heure, vous allez trouver les exercices du travail en asynchrone. Donc, je ne vais pas vous donner la solution maintenant. Et on va passer directement et rapidement à la disposition ou la configuration en parallèle. Lorsque nous avons parlé de la fiabilité des équipements en série, nous avons dit que la probabilité de bon fonctionnement, c'est égal à la probabilité du produit de bon fonctionnement. Pour le parallèle, il suffit d'avoir un seul système, un seul composant fonctionnel pour avoir le bon fonctionnement. Et donc, c'est la probabilité de la somme des bons fonctionnements des équipements. Si on va chercher le dysfonctionnement, on va appliquer le bar ici. Et donc, la fiabilité, c'est 1 moins la probabilité de défaillance. Là, nous avons la probabilité de défaillance, c'est C1 plus C2 plus Cn bar. Si on continue les calculs, on va trouver que la fiabilité, c'est égal à 1 moins la probabilité des produits de dysfonctionnement des équipements. Kif, il suffit on doit avoir un dysfonctionnement de tous les composants pour avoir un dysfonctionnement du système. On continue les calculs puisqu'on a déjà les probabilités de défaillance de chaque équipement. Donc, la fiabilité du système elle est égale à 1 moins le produit de dysfonctionnement de chaque composant. C'est égal à 1 moins la fiabilité de chaque élément. Et donc, l'équation à retenir pour calculer la fiabilité d'un système en parallèle est la suivante. C'est 1 moins le produit de 1 moins la fiabilité de chaque système. Vous pouvez vérifier la démonstration, on peut la refaire en présentiel la prochaine fois si vous n'arrivez pas à comprendre. Sinon, si vous suivez les étapes petit à petit, vous allez voir que c'est très facile à voir. Ce qui est à retenir pour l'exercice, par exemple, c'est cette équation-là de calcul de la fiabilité d'un ensemble d'équipements en parallèle. Vous avez une application simple ici. Vous avez 3 équipements en parallèle avec une fiabilité égale pour les 3 dispositifs, égale à 0,75. Et on vous demande de calculer la fiabilité du système. Tout simplement, il suffit d'appliquer aveuglement l'équation ici, que je vous ai proposée ici, et vous allez avoir une fiabilité égale à 1. Moins le produit de 1 moins la fiabilité individuelle de chaque système. Et là, nous avons la même fiabilité, donc ça sera au cube. Si vous faites le calcul, vous allez trouver une fiabilité égale à 0,884. Là, je vous laisse réfléchir pour répondre à cette question. Quel est le nombre de dispositifs à mettre en parallèle pour avoir une fiabilité globale de 99,9%? Je vous laisse réfléchir en asynchrone à la réponse à cette question. Donc, je vais rapidement passer la réponse. Donc, vous devez trouver 5, mais vous devez démontrer que c'est 5. Pour la maintenabilité, maintenant,
Vous allez trouver aussi des deuxième exercice en asynchrone. Pour la maintenabilité, c'est l'aptitude d'un bien être rétabli en bon fonctionnement pour accomplir une fonction requise et toujours dans des conditions bien déterminées et si les moyens sont prescrits, sont là, si on a bien les moyens et les procédures de maintenance. Comme nous avons le MTBF comme critère d'évaluation de la fiabilité, nous avons le MTTR comme critère d'évaluation de la maintenabilité et qui est utilisé qui est calculé à partir, peut être calculé à partir de lois de probabilité. La remarque, les mêmes lois modèles que la fiabilité, c'est-à-dire on peut calculer la maintenabilité par la loi normale, exponentielle et Weibull et le comportement, il est calculé, il est justifié, il est déterminé par des courbes ou par des calculs paramétriques. Qui m'a R de T pour l'évaluation de la fiabilité, nous avons M de T pour l'évaluation de la maintenabilité et si on veut décrire cet indicateur M de T, c'est la probabilité pour qu'une opération de maintenance puisse être effectuée sur un intervalle de temps entre 0 et T. Bien sûr, lorsque des conditions bien particulières sont respectées et lorsque les moyens et les procédures sont là. Vous avez pourquoi quelques facteurs qui affectent la maintenabilité des équipements. Nous avons des facteurs liés à l'équipement lui-même, nous avons des facteurs liés au constructeur et des facteurs liés à la procédure et l'application de maintenance. Si on parle aux facteurs liés à l'équipement qui affectent la maintenabilité, ça peut être par exemple la disponibilité des documentations, l'aptitude du bien à être démonté, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une difficulté pour démonter, est-ce qu'on dispose du matériel nécessaire pour démonter ce bien en cas de besoin, et la facilité d'utilisation. Ça peut être lié à la facilité de la conception, de la technologie ou autre. Donc, il y a quelques facteurs qui peuvent affecter la maintenabilité d'un équipement bien donné. Les facteurs liés au constructeur, ça peut être la qualité du service après-vente. Ça peut être la disponibilité et les coûts des pièces de rechange ou autres. Mais ce sont des facteurs ici, les deux facteurs ou les trois facteurs cités ici sont liés au constructeur ou au fournisseur. Et on peut avoir des facteurs qui influent ou qui affectent la maintenabilité qui sont liés à la maintenance en elle-même, tels que la formation du personnel, les moyens mis à disposition ou la maintenance améliorative qu'on peut ou pas adopté dans une entreprise bien déterminée. Et donc, pour améliorer la maintenabilité, on doit améliorer au moins l'un de ces facteurs-là liés aux équipements constructeurs ou à la maintenance. Si on peut, par exemple, développer la documentation, former le personnel, avoir une maintenance améliorative pour améliorer le démontage, l'aptitude de démontage des équipements, mais là, comme vous avez ici, c'est une solution très coûteuse et très technique qui nécessite des compétences bien particulières ou autres. Donc, si on veut améliorer la maintenabilité, on doit agir sur l'un ou sur plusieurs facteurs liés à l'un de ces trois intervenants de maintenance. Pour calculer la maintenabilité, on va calculer le MTTR tout d'abord, qui est la somme des temps de réparation divisé par le nombre de réparations, ou encore, si on va considérer l'axe de temps que je vous ai montré au début de la séance, c'est la somme des MTTR divisé par N. Et comme nous avons le lambda comme taux de défaillance, nous avons le nu comme taux de maintenabilité. Et donc, pour calculer ce taux de réparation, ce taux de réparation, on va diviser 1 par MTTR. Si on veut calculer la fonction M de T, on va avoir 1 moins exponentielle moins mu T. C'est pas exponentielle moins lambda T comme le cas de la fiabilité, c'est 1 moins exponentielle moins mu T parce que c'est la fiabilité qui est régie par une loi exponentielle et donc la fonction complémentaire M de T doit être 1 moins la valeur calculée à partir de la fonction exponentielle. On termine par la disponibilité. Je vous rappelle que ce que nous avons donné comme définition pour la disponibilité, c'est une fiabilité ponctuelle, c'est-à-dire le fait d'avoir un équipement en bon fonctionnement à un moment donné dans des conditions données. Pour avoir un équipement disponible, on doit avoir
un nombre de défaillances réduit, un nombre d'arrêts de production réduit, et on doit avoir une capacité de remise en bon état assez importante. C'est-à-dire que la disponibilité dépend en même temps de la fiabilité et de la maintenabilité. La fonction D de T, c'est la probabilité qu'une entité soit en bon état de disponibilité dans des conditions données à un moment donné. Donc, on ne parle pas d'intervalle pour la disponibilité, mais on parle d'un instant T. Et toujours, on doit fournir les moyens nécessaires pour assurer cette disponibilité-là. Et ce qui est à retenir, c'est que la disponibilité dépend en même temps de la fiabilité, c'est-à-dire ne pas avoir d'arrêt de production, et la maintenabilité, rapidement remettre en service le fonctionnement après arrêt. Je vais revenir à ça. Et donc, si je vais calculer D, on peut adopter cette équation-là en divisant MTBF encore une fois, divisé par MTBF plus MTTR ou encore mu sur mu plus lambda. Et on a intérêt à augmenter MTBF et diminuer MTTR. Je reviens ici. Quels sont les paramètres qui affectent une disponibilité opérationnelle? C'est en nombre de 4. 2 paramètres sont liés, ou 2 facteurs sont liés au constructeur et 2 facteurs sont liés à l'utilisation dans l'atelier lui-même. Les 2 facteurs liés au constructeur sont la fiabilité, c'est-à-dire le nombre d'arrêts pour panne de l'équipement, et la maintenabilité ou la facilité d'être remise en bon état après panne. Et cette disponibilité, c'est la disponibilité, la qualité de la disponibilité, elle est définie par le constructeur dans ce cas. Les facteurs liés à l'utilisation, ce sont les moyens et méthodes de maintenance disponibles et les moyens de production adoptés. Et là, si on a les 4 facteurs, on va définir la disponibilité opérationnelle constatée sur terrain. Si on veut améliorer la disponibilité, on peut agir sur ces facteurs-là. Ou si on veut détailler davantage, on peut agir sur la fiabilité et la maintenabilité. Pour le calcul de la disponibilité, si nous avons des composants en série, la disponibilité du système sera le produit des disponibilités individuelles des composants. Si on a des composants en parallèle, on va calculer la disponibilité du système par cette équation-là. 1 moins le produit de 1 moins la disponibilité individuelle. Le troisième exercice en asynchrone que je vous propose ces 4 dispositions de la composition du système série, système parallèle, parallèle série et système indépendant. Et je vous demande de calculer, de proposer la formule pour calculer l'indisponibilité de chacun de ces 4 systèmes. Et c'est votre troisième exercice en asynchrone. Donc, pour le travail asynchrone, vous allez trouver ça vers la fin de la journée, ces exercices-là. Vous avez cet exercice sur la disponibilité, un exercice sur la fiabilité et un exercice sur la maintenabilité. Je termine, Ahmed Mbad, tu poses la question, s'il te plaît. Donc, je vais vous donner jusqu'à lundi pour résoudre ces exercices-là. Et s'il vous plaît, vous mettez les réponses sur Classroom et non pas par mail. Je ne considère pas les réponses par mail. D'accord? Vous répondez par Classroom. Vous pouvez travailler par groupe de 2 ou 3 ou elle a travaillé chacun tout seul. D'accord? Ahmed, ta question? ليه باش نقول لك نجم تهبطهم تو مدام علاش توا تحب تخدمهم تو كان نهبطهم تو وقتاش ترجع لي الريبونس؟ ليه باش نخدمهم تو خاطر باش نخرج انا هاي je vais faire l'effort. تلقاهم dans 30 minutes. Je dois vérifier. Vous avez des questions? D'autres questions? C'est bon. C'est bon. Merci. Et à la prochaine semaine, Inch'Allah. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre bien sûr sur votre classroom comme d'habitude. Merci.